cette dernière conférence de la session d'automne 2018. Je vous présente tout de suite nos deux conférencières. Tania Leibovitch, qui est doctorante à l'INED, qui est l'Institut national d'études démographiques en France. Elle travaille dans l'unité démographie, genre et société. Elle est diplômée de l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Elle a été chargée d'études statistiques à l'INED et a travaillé à ce titre comme assistante de coordination sur l'enquête virage LGBT et comme gestionnaire des bases de données virage aussi, de cette enquête dont on va entendre parler ce soir. Ses recherches doctorales portent sur les parcours conjugaux et sexuels féminins, et particulièrement ceux des femmes ayant subi des violences sexuelles. Mathieu Trachman est sociologue, chercheur à l'INED dans l'unité démographie, genre et société. Il est co-responsable du master genre, politique et sexualité de l'École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches portent sur les minorités de genre et de sexualité, et notamment sur les enjeux méthodologiques qu'impliquent les enquêtes sur ces populations, les violences de genre et l'exercice masculin de la violence, les sexualités minoritaires et leur évolution socio-historique. Alors, je les remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de cette enquête. Et je dois dire que la conférence est enregistrée. Et après la présentation, il sera possible de poser des questions. Mais si jamais vous ne voulez pas que votre question soit enregistrée, faites-nous signe. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Donc, à travers l'analyse des données de l'enquête Virage, nous allons vous parler dans cette présentation des violences envers les LGBT, qui, comme nous l'avons dit dans le titre, est une catégorie hétérogène qui vit des violences spécifiques. Donc, en matière d'analyse quantitative des populations LGBT, plusieurs questions sociologiques et méthodologiques se posent. Le premier problème auquel nous sommes confrontés est la faiblesse des effectifs. En effet, même dans un échantillon de grande taille, en population générale, les effectifs de ces populations minoritaires sont restreints. Or, disposer de trop petits échantillons ne permet pas de produire des statistiques robustes, d'autant plus si on s'intéresse à des événements rares comme les violences. Deuxièmement, nous ne disposons pas, pour ces populations-là, de bases de sondage représentatives. Troisièmement, la définition même des populations LGBT fait problème. Les indicateurs d'homobisexualité et de transidentité sont multiples. Ils ne permettent pas de tracer des frontières nettes entre ces populations. La période de référence de ces mêmes indicateurs pose également question. Par exemple, pour les populations homobisexuelles, faut-il prendre en compte pour les définir les relations avec les personnes de même sexe tout au long de la vie, ou par exemple au cours des 5 dernières années ou au cours de la dernière année? Enfin, les moyens de saisir des populations minoritaires doivent prendre en compte la faiblesse des effectifs, mais aussi la sensibilité des données. On sait que les modes de collecte peuvent avoir un effet sur l'objectivation des sujets sensibles, notamment parce que ces modes favorisent plus ou moins la déclaration de pratiques secrètes ou socialement illégitimes, et que la sensibilité des sujets est variable selon les populations. Donc, nous allons vous présenter comment est-ce que nous avons répondu à ces questions dans une enquête quantitative portant sur les violences, l'enquête Virage. Alors là, vous voyez une illustration de l'enquête Virage LGBT, en particulier dont on va vous parler. Donc, l'Institut national d'études démographiques en France, l'INED, a réalisé entre février et novembre 2015 une enquête quantitative sur les violences et les rapports de genre, que nous appellerons dans la suite de la présentation Virage PG, PG pour population générale. Donc, cette enquête porte sur les violences subies par les femmes et les hommes sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle a été menée auprès de 27 268 individus francophones âgés de 20 à 69 ans, résidant en ménage ordinaire. L'échantillon se décompose entre 15 556 femmes et 11 712 hommes. L'enquête a été réalisée par téléphone et elle est représentative de la population. Alors, je précise que pour l'enquête Virage PG, il n'est pas possible d'identifier les personnes trans. En fait, les questions permettant d'identifier les trans dans les questionnaires sont mal reçues ou mal comprises en population générale. Donc, dans Virage PG, nous ne pourrons pas identifier les personnes trans.
Par contre, pour augmenter le nombre de répondants parmi les minorités sexuelles et pour disposer d'un effectif de personnes parmi les minorités de genre, un autre dispositif, l'enquête Virage LGBT, a été mis en place. De décembre 2015 à mars 2016, les lesbiennes, gays, bisexuelles et ou trans, âgées de 18 ans ou plus, ont été invitées à répondre au questionnaire qui était presque identique à celui de l'enquête Virage PG. Et cette fois-ci, la passation se faisait en ligne sur Internet sur la base du volontariat. Donc, contrairement à l'enquête en population générale, nous avons mis ici en œuvre une campagne de communication en établissant des partenariats avec une centaine d'actrices et d'acteurs du milieu LGBT sur l'ensemble du territoire français. L'objectif de cette stratégie de collecte était de saisir la diversité des populations LGBT et en particulier les personnes dans ces populations LGBT que nous savons plus difficiles à joindre. Alors, c'était les femmes, les personnes trans, les personnes LGBT âgées et les personnes LGBT résidant hors des grandes agglomérations. Donc, vous voyez, on dispose de deux échantillons pour étudier les personnes homobisexuelles. Un échantillon issu de la collecte Virage PG, qui est représentatif de la population et dans laquelle les personnes homobisexuelles ont répondu en tant que personnes ordinaires. Un autre échantillon issu de la collecte complémentaire par Internet, qui est non représentatif, mais dont les effectifs sont plus importants et où les individus ont répondu en tant que personnes du milieu LGBT. Puis, nous disposons d'un seul échantillon pour étudier les populations trans, qui est donc issu de cette même collecte Virage LGBT. Donc, maintenant qu'on a un petit peu défini les bases de données sur lesquelles nous allons travailler, nous allons nous interroger sur comment saisir et définir les populations LGBT quand on dispose de ces deux bases de données. Alors, de façon générale, il existe plusieurs critères, c'est ce que je vous disais en introduction, pour définir les populations LGBT. On va commencer en voyant comment définir les populations homobisexuelles. Il y a trois grands critères pour distinguer les populations homobisexuelles. On peut se baser sur les attirances sexuelles pour le même sexe, sur les pratiques sexuelles avec le même sexe et sur l'identification en tant qu'homosexuel ou bisexuel. Alors, dans l'enquête Virage, aussi bien Virage PG que Virage LGBT, ces trois indicateurs sont enregistrés. Voilà comment est-ce que les réponses se décomposent dans les deux échantillons. Alors, vous voyez que bien que plus faibles que dans l'échantillon Virage LGBT, les effectifs de personnes LGB dans l'échantillon Virage en population générale sont suffisamment importants pour étudier ces populations. Nous voyons qu'en population générale, les enquêtés déclarent plus d'attirance pour les personnes de même sexe qu'ils ne rapportent de pratiques avec les personnes de même sexe et qu'ils ne rapportent d'identification homo ou bisexuelle. L'enquête Virage LGBT, elle, saisit de manière privilégiée des individus qui se disent ou s'identifient homosexuels ou bisexuels. Alors, nous savons que les individus peuvent donner plus ou moins de poids ou de valeur à certaines attirances ou à certaines pratiques. On peut ainsi difficilement mettre dans un même groupe une personne qui déclare une attirance pour une personne de même sexe et une autre qui fait de l'homobisexualité une caractéristique importante de la définition de soi. L'identification homo-bisexuelle apparaît ici comme le critère le plus fiable pour étudier les populations qui nous intéressent. En effet, du point de vue de l'analyse des violences, il permet de se centrer sur les personnes pour qui la sexualité est un aspect de leur définition de soi et qui, de ce fait, est susceptible de susciter des stigmatisations ou des violences. Il écarte aussi les individus pour qui la sexualité avec des personnes de même sexe relève plus d'une expérience, d'une parenthèse ou d'un aspect plus mineur de leur vie. Donc, dans la suite de la présentation, quand nous parlerons des personnes homobisexuelles, nous parlerons de celles qui s'identifient comme telles. Donc, nous retiendrons les 503 personnes homobisexuelles de l'enquête Virage PG et les 6285 homobisexuels de l'enquête Virage LGBT. Voilà. Je précise juste, comme dans l'enquête Virage LGBT, les limites d'âge n'étaient pas vraiment les mêmes. On a décidé de garder les mêmes limites d'âge que dans le Virage en population générale. Donc, les deux échantillons sur lesquels on va travailler ont entre 20 et 60 ans.
Comme cela a déjà été montré dans de précédentes enquêtes, la collecte via des associations et des sites communautaires, donc la collecte Virage LGBT, tend à sous-représenter les personnes bisexuelles, et en particulier les hommes. Alors, de la même façon que nous venons de voir qu'il existe plusieurs critères pour distinguer les populations LGBT, il existe aussi plusieurs critères pour distinguer les populations trans. On peut décider de s'intéresser aux personnes qui ont bénéficié d'une thérapie hormonale, de celles qui ont une chirurgie de réassignation de sexe ou qui sont en attente de celle-ci, des personnes qui ont changé d'état civil ou qui sont en attente du changement d'état civil, et enfin de l'auto-identification en tant que personne trans. Dans le questionnaire Virage LGBT, nous avons deux questions qui nous permettaient d'identifier les personnes trans. La première était « Pouvez-vous préciser quel est votre sexe sur votre état civil ?» 4 modalités étaient alors proposées. Je suis une femme, je suis un homme, je suis née femme où j'ai été déclarée femme à ma naissance, mais je suis aujourd'hui un homme. Je suis née homme où j'ai été déclarée homme à ma naissance, mais je suis aujourd'hui une femme. Une deuxième question permettait d'identifier les personnes trans. Certaines personnes peuvent souhaiter changer de sexe à l'état civil. Souhaiteriez-vous ou avez-vous déjà demandé à changer de sexe à l'état civil? 3 modalités étaient proposées. Oui, vous l'avez demandé. Oui, vous y avez pensé parfois ou souvent, mais vous ne l'avez pas fait. Et enfin, non. Donc, avec ces deux questions, nous avons identifié dans l'enquête Virage LGBT 253 personnes trans et le reste de l'échantillon est composé donc de 6895 personnes cisgenres. Cisgenres, c'est-à-dire des personnes dont l'identification de genre est en adéquation avec le sexe assigné à la naissance. Donc maintenant que nous avons défini les contours des populations de nos bases de données sur lesquelles nous allons travailler, nous allons pouvoir étudier les caractéristiques sociodémographiques, conjugales et sexuelles avant que Mathieu présente les violences auxquelles ces personnes sont confrontées. Alors, on va commencer en s'intéressant aux caractéristiques des personnes homobisexuelles. Donc, pour étudier les populations homobisexuelles avec les deux échantillons dont nous disposons, nous pouvons adopter 3 points de vue différents. Celui de l'identification sexuelle, en comparant les réponses des homosexuels à celles des bisexuels et des hétérosexuels. Celui du genre, en comparant les réponses des femmes homobisexuelles aux réponses des hommes homobisexuels. Et enfin, celui de la base de données, en comparant les réponses des personnes homobisexuelles dans l'enquête Virage PG aux réponses des homobisexuels dans l'enquête Virage LGBT. Donc pour commencer, nous allons analyser les réponses des enquêtés de la base en population générale seulement, en adoptant donc 2 points de vue, celui de l'identification sexuelle et du genre. Alors l'âge est une première caractéristique qui distingue les populations. Les lesbiennes, les gays et les femmes bisexuelles sont plus jeunes que les hétérosexuels des deux sexes. Ces différences d'identification selon l'âge peuvent relever d'un effet de génération. Les différences d'identification, les générations les plus jeunes vivraient dans un contexte plus favorable pour déclarer une sexualité minoritaire qui a été progressivement normalisée et en partie reconnue d'un point de vue politique et juridique. Cette évolution affecte cependant de manière différentielle les femmes et les hommes âgés étant plus susceptibles de se dire homosexuels que les femmes. De la même manière, la probabilité et la possibilité de se dire bisexuel pour les femmes se réduit fortement avec l'avancée en âge. Cela n'implique pas nécessairement que la bisexualité soit pour elles une identification transitoire et que ces femmes investissant cette identification deviennent progressivement hétérosexuelles ou lesbiennes. C'est peut-être plutôt le signe d'une identification bisexuelle qui est plus tolérée chez les jeunes femmes que chez les femmes plus âgées. Socialement conçue comme une identification transitoire, la bisexualité féminine le devient pour une part, les femmes étant contraintes d'abandonner une identification qui est trop illégitime. Au regard des autres minorités sexuelles, la situation des hommes bisexuels apparaît singulière. Plus de la moitié d'entre eux ont plus de 50 ans. L'enquête saisit en fait peut-être moins une identification qui s'affirme en vieillissant que les évolutions du contexte politique et social. Pour une part des bisexuels de plus de 50 ans, l'identification comme gay peut être plus difficile que l'identification comme bisexuel. Si on s'intéresse maintenant au CSP, donc c'est les catégories socio-professionnelles, et au territoire d'habitation, on voit que les gays de Virage PG sont une population urbaine et plus présente dans les catégories socio-professionnelles supérieures.
On retrouve en fait ici un constat qui a déjà été établi dans d'autres enquêtes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas forcément le cas pour les autres populations LGBT. La moitié des hommes bisexuels sont ouvriers ou employés et résident en zone rurale autant que les hétérosexuels. La part d'ouvrières chez les lesbiennes et chez les bisexuels est 2 fois plus importante que chez les hétérosexuels. Et contrairement aux gays, les lesbiennes vivent pour plus de 60% dans des agglomérations qui sont hors Île-de-France. Donc, si on s'intéresse maintenant aux caractéristiques conjugales et sexuelles. Les homosexuels et les bisexuels sont moins souvent en couple que les hétérosexuels, et ce, quel que soit le sexe. La situation conjugale est un indicateur qui permet de préciser certains traits de la bisexualité. Lorsque les personnes bisexuelles sont en couple, elles sont majoritairement avec quelqu'un de l'autre sexe. Et ceci est particulièrement vrai pour les femmes bisexuelles. En ce qui concerne les attirances sexuelles, les bisexuels se disent surtout attirés par le sexe opposé. Et ils sont minoritaires à dire être attirés autant par les deux sexes. Alors, oui, je vais passer pour... Il y avait aussi des chiffres... ces résultats remettent en fait en cause l'idée d'une bisexualité qui devrait être pensée par rapport à l'homosexualité comme une période transitoire vers l'homosexualité ou comme une homosexualité déniée. En fait, c'est aussi par rapport à l'hétérosexualité et aux normes de l'hétérosexualité que la bisexualité peut être envisagée. D'un point de vue sexuel, la bisexualité peut être conçue comme un répertoire sexuel élargi aux partenaires de même sexe, mais dont le centre reste souvent les partenaires de sexe opposé. Les pratiques sexuelles des homosexuels permettent également de décrire des parcours spécifiques qui n'ont pas comme caractéristique principale les pratiques sexuelles exclusives avec les personnes de même sexe. La moitié des gays et plus de 60% des lesbiennes ont eu des partenaires des deux sexes au cours de la vie. Les parcours homosexuels exclusifs, c'est-à-dire les parcours sexuels qui ne se sont faits qu'avec des personnes du même sexe, sont plus fréquents chez les gays que chez les lesbiennes. Ici, c'est pour une part les contraintes de l'entrée dans la sexualité qui expliquent cela, puisque l'entrée dans la sexualité se fait souvent avec des personnes du sexe opposé, en particulier chez les femmes. Alors, les chiffres ne sont pas présentés, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec les données de l'enquête Virage. Donc, 2 conclusions peuvent être tirées dans cette première analyse de tableau. D'une part, l'identification comme homosexuel ou bisexuel peut être abordée comme l'expression d'un désir sexuel, mais aussi comme un fait social qui est dépendant des appartenances des individus, des contraintes et des possibles dans lesquels ces personnes sont prises. D'autre part, les rapports de genre contraignent fortement les parcours et l'espace des possibles sexuels, autant des homosexuels que des bisexuels. Ces différences de trajectoire dessinent finalement une sexualité qui est androcentrée et dans laquelle les hommes ont un accès plus facile à la sexualité et peuvent exprimer des choix sexuels plus exclusifs. Alors, pour continuer, nous allons maintenant analyser les données que nous avons en comparant les réponses des homo-bisexuels de l'enquête Virage-PG aux réponses des homo-bisexuels de l'enquête Virage-LGBT. On va commencer par les caractéristiques sociodémographiques. Donc, on voit que les répondants de Virage-LGBT sont plus jeunes que ceux de Virage-PG. Et c'est surtout le cas des personnes bisexuelles. Les répondants de Virage LGBT sont aussi plus de catégories socio-professionnelles supérieures, avec une surreprésentation des cadres, des professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires. Enfin, dans Virage LGBT, les répondants et répondantes sont plus urbains, même si, comme dans Virage en population générale, la majeure partie vit dans des agglomérations hors Île-de-France. Si l'on regarde maintenant les caractéristiques conjugales et sexuelles, on va commencer juste par étudier les réponses des personnes bisexuelles. Alors, d'un point de vue conjugal et sexuel, les bisexuels de Virage LGBT sont plus souvent en couple avec des personnes de même sexe que les bisexuels de Virage PG. Elles et ils déclarent aussi plus nettement des attirances pour des personnes de même sexe. Et la première modalité qui est rapportée dans Virage LGBT est d'être autant attirés par les deux sexes. En termes de parcours sexuel, on voit que les femmes bisexuelles de Virage LGBT sont plus nombreuses à avoir eu pour premier partenaire une femme.
En ce qui concerne les hommes bisexuels de virage LGBT, ils sont 2 fois plus nombreux que les hommes bisexuels de virage PG à avoir eu pour premier partenaire un homme, et ils déclarent 3 fois plus de partenaires masculins au cours de leur vie. Si on s'intéresse maintenant aux réponses des personnes homosexuelles. Les gays de virage LGBT ont un parcours sexuel plus exclusif que ceux de virage PG. Près de 7 gays sur 10 dans virage LGBT déclarent n'avoir eu d'attirance que pour le même sexe. Près de 85% d'entre eux ont pour premier partenaire un homme. Et les 3/4 ont eu uniquement des partenaires masculins au cours de leur vie. Donc on a des parcours homosexuels exclusifs plus importants. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'inverse, les parcours lesbiens exclusifs ne sont pas particulièrement plus nombreux dans le virage LGBT que dans le virage PG. Et de façon générale, il y a peu de différence dans les réponses qu'apportent les lesbiennes entre virage PG et virage LGBT. Ces données sur les lesbiennes contrastent avec l'homosexualité exclusive des gays de virage LGBT. La contrainte à l'hétérosexualité semble, dans les 2 échantillons, peser de façon plus forte sur les femmes que sur les hommes. De plus, l'espace des possibles sexuels des femmes ne s'élargit que peu, malgré les différences sociodémographiques que l'on a pu observer juste avant. Donc pour résumer, la stratégie de collecte saisit donc 2 bisexualités différentes du point de vue des parcours conjugaux et sexuels. Alors que les bisexuels de virage PG étaient polarisés sur l'autre sexe, ceux de virage LGBT sont plus proches de l'homosexualité. Donc s'il y a une diversité interne chez les hétérosexuels, les homosexuels et les bisexuels, il semble que la bisexualité délimite un espace qui est particulièrement hétérogène et dans lequel l'identification comme bisexuelle a des significations qui sont très variables, ce qui rejoint d'autres résultats, enfin des résultats qui avaient été mis en avant par Paula Ross. La stratégie de collecte de virage LGBT accentue donc certains traits des populations homo-bisexuelles. Alors, si nous nous intéressons maintenant aux données sur les personnes trans de l'échantillon virage LGBT. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, les données portant sur les trans concernent 253 personnes qui déclarent une démarche de changement de sexe à l'état civil ou une identification de genre qui est différente de celle qui leur a été assignée à la naissance. Avant de regarder les données, il est vraiment important de noter que ces données ne peuvent être extrapolées à l'ensemble des populations trans françaises. Parce que comme je vous l'ai présenté dans l'introduction, nous avons vu que la stratégie de collecte qui a été faite pour saisir les personnes trans dans l'enquête virage LGBT ne s'est pas vraiment donné les moyens de saisir une assez grande diversité des parcours trans. Pour nous intéresser aux particularités des personnes trans de virage LGBT, nous allons nous pencher sur une comparaison avec les personnes cisgenres. Alors, une première différence importante porte sur la répartition par âge, les trans étant beaucoup plus jeunes que les personnes cisgenres. Cette première différence est importante parce qu'elle en explique d'autres qui ne sont pas présentées dans le tableau mais que je vais vous donner à l'oral. Les personnes trans de l'enquête virage LGBT sont de niveau de diplôme moins élevé et sont beaucoup plus étudiants. Quand les personnes trans travaillent, elles se retrouvent plus souvent en... Ah, il y a un petit décalage dans les ronds, je suis désolée. Quand les personnes trans travaillent, elles se retrouvent plus souvent employées ou ouvriers que les personnes cisgenres, qui, elles, se retrouvent plus souvent cadres ou professions intellectuelles supérieures. Enfin, alors qu'un tiers des personnes, il y a encore une fois un gros décalage, désolé, alors qu'un tiers des personnes cisgenres vivent en Île-de-France, moins d'un quart des personnes trans y habitent. Si l'on s'intéresse maintenant à quelques caractéristiques sexuelles, nous voyons que parmi les enquêtés trans, un tiers se dit bisexuel, un quart homosexuel et moins d'un quart se dit hétérosexuel. Alors, on saisit, il y a ici une certaine singularité de l'enquête virage LGBT, parce que dans les enquêtes portant sur les trans, nous trouvons normalement des parts de trans qui s'identifient hétérosexuels plus importantes. Et en fait, cela souligne certainement les particularités de la stratégie de collecte de virage LGBT qui est passée par des sites communautaires et des associations LGBT. Lors de l'analyse des violences
que Mathieu fera, il est important d'avoir ce résultat en tête parce que cela signifie que les personnes trans peuvent avoir subi des violences en raison de leur identification de genre minoritaire, mais aussi en raison de leur identification sexuelle. Enfin, nous pouvons noter qu'une part importante de trans ne sait pas ou ne veut pas dire quelle est son identification sexuelle. Cela vient certainement du fait qu'une partie ne se retrouve pas dans ces catégories, mais cela peut aussi rendre compte du fait qu'une part importante n'a toujours pas eu de relation sexuelle. Donc, pour synthétiser les résultats de ces données sur les trans, nous pouvons retenir 2 points. Tout d'abord, les caractéristiques sociodémographiques soulignent une certaine précarité des populations trans par rapport aux autres populations cisgenres de l'échantillon. Et enfin, les caractéristiques sexuelles semblent refléter, pour une part, les particularités de la stratégie de collecte de l'enquête Virage LGBT. Donc, déjà, merci pour votre invitation. Donc, je vais exploiter les mêmes données des enquêtes Virage et Virage LGBT, qui portaient spécifiquement en fait, sur les violences de genre, pour vous présenter quelques résultats sur les populations LGB puis trans. D'abord, une petite présentation en fait, de comment on a enregistré les violences de genre dans Virage. On a fait le choix, en fait, d'une part, qui est un choix très cohérent d'un point de vue méthodologique par rapport à la littérature sur les violences, de ne pas parler de violence, de ne pas employer le mot violence, mais de nommer précisément les faits. C'est-à-dire qu'on a demandé aux enquêtés s'ils ont été rabaissés, insultés, secoués, frappés, si elles ou ils ont eu des propositions sexuelles insistantes malgré leur refus, s'ils ont été touchés contre leur gré, forcés à faire ou à subir des accoussements, etc. Donc on nomme les faits plus qu'on ne parle de violence ou de viol. Ensuite, dans l'enquête, on avait décidé d'interroger les violences selon les espaces. C'est-à-dire que pour les mêmes faits ont été répétés en fait, selon les espaces de vie, donc le couple et la famille évidemment, mais aussi le travail, les études et l'espace public. Enfin, du point de vue temporel, on a à la fois interrogé les faits au cours des 12 derniers mois et puis aussi au cours de la vie entière. Parmi cet ensemble de violences, en fait, concernant les LGB, les premiers résultats qu'on a décidé de donner concernent les violences familiales d'une part et les violences dans les espaces publics de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a décidé de prendre en compte 2 espaces de socialisation qui ont sans doute une importance relativement variable au cours de la vie d'un individu. On ne donne pas nécessairement la même importance à la famille selon l'âge ou même la génération, mais quand même des événements qui peuvent avoir lieu dans la jeunesse ou dans l'âge adulte, et puis d'interroger 2 formes distinctes de violence, l'une dans la famille qui est exercée par les proches, et l'autre dans l'espace public qui met les individus aux prises avec des inconnus. Donc, premier point, j'ai d'abord présenté les données dans la famille. Donc, avant de commenter ce tableau, donc je note que vous connaissez un petit peu les représentations et même certaines données en fait sur les violences subies par les LGB dans leur famille. Ceci dit, en fait, en France en tout cas, les données quantitatives sur les violences subies dans la famille par les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles sont peu nombreuses. Surtout, en fait, on sait qu'il y a une surdéclaration des violences de la part des gays et des lesbiennes. Par contre, les bisexuels, on connaît moins la situation des bisexuels. Il y a plusieurs études qui suggèrent qu'ils déclarent plus d'expériences difficiles et de violences que les homosexuels. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on appelle famille dans l'enquête famille et violence familiale dans l'enquête Virage. Donc ça enregistre ici des insultes, des remarques désobligeantes et humiliantes, des brutalités physiques, menaces de mort, agressions sexuelles, tentatives de viol et des viols. Et c'est des faits qui peuvent avoir été commis non seulement par des membres de la famille, mais aussi par l'entourage proche, comme des amis ou des voisins. C'est-à-dire que ce qu'on appelle famille ici, ce n'est pas simplement des liens du sang, des statuts juridiques, mais finalement une présence fréquente dans le cercle familial.
Troisième point, en fait, c'est des faits qui peuvent avoir été subis pendant l'enfance ou l'adolescence, mais aussi plus tard. C'est-à-dire qu'il y a une dimension rétrospective dans la déclaration qui est importante, qui peut influer sur les déclarations. Donc le tableau que vous voyez à l'écran présente en fait les déclarations de violence dans la famille par les LGB, non seulement selon l'identification sexuelle, mais aussi selon le genre, d'une part. Et deuxièmement, on a distingué un indicateur global, toute violence, de forme de violence psychologique, physique ou sexuelle. On va d'abord s'intéresser à l'indicateur global, toute violence, qui rassemble finalement les déclarations de violence indépendamment de leur forme, de leur répétition et de leur gravité. Donc ça agrège des situations très très diverses, mais ça permet finalement une vue synoptique de ces violences, et ça fait déjà apparaître en fait des variations de déclaration selon d'une part le genre et d'autre part l'identification sexuelle. D'une part, indépendamment de l'identification sexuelle, les femmes déclarent plus de violences dans la famille que les hommes. Mais au sein de ce groupe des femmes, les déclarations des lesbiennes et des bi qui sont très proches, et c'est des femmes bi et des lesbiennes qui sont assez proches, et c'est assez remarquable, sont 2,5 fois supérieures à celles des hétéros. Il y a près de la moitié des lesbiennes et des femmes bisexuelles qui déclarent des violences, quelle que soit leur gravité et leur répétition, dans la famille. Du côté des hommes, en fait, les déclarations sont de moindre ampleur, mais on retrouve une surdéclaration des gays et des bisexuels par rapport aux hétérosexuels. On voit que l'indicateur global, en fait, montre des différences montre finalement peu de différences entre les lesbiennes et les bisexuels d'une part, et entre les gays et les hommes bisexuels de l'autre. On prend en compte les différentes formes de violence, donc psychologiques, physiques, sexuelles. On peut voir qu'en fait, bisexuels, homosexuels ne subissent pas les mêmes violences dans la famille. On voit que les violences familiales subies par les femmes hétéros, bi, lesbiennes sont plutôt psychologiques d'une part, mais que les lesbiennes et bisexuelles sont assez nombreuses à déclarer des violences physiques et sexuelles. En particulier, les femmes bi et les lesbiennes sont 4 à 5 fois plus nombreuses que les hétérosexuels à déclarer des violences sexuelles subies dans leur famille. On retrouve aussi des différences entre violences psychologiques et violences physiques chez les lesbiennes et chez les femmes bi, puisque les femmes bi déclarent finalement beaucoup de violences psychologiques, tandis que les lesbiennes déclarent un peu plus de violences sexuelles que les femmes bisexuelles. Chez les hommes, la situation est différente. Les gays déclarent plus de violences que les hétérosexuels, quelle qu'en soit la forme, mais les bisexuels déclarent plus de violences psychologiques et physiques que les gays. Du point de vue des violences sexuelles, on voit qu'il y a une surdéclaration des gays et des hommes bisexuels, mais les taux sont quand même bien moins importants que pour les femmes. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on voit d'une part des violences genrées, d'autre part des variations entre femmes, entre lesbiennes et femmes bisexuelles, et une singularité des hommes bisexuels. Pour essayer de préciser un petit peu ce qui se passe dans la famille pour les LGB, on a essayé d'analyser la question du départ au foyer, puisqu'on a des informations dans cette enquête. Il y a une littérature sur la question du départ du foyer familial par les lesbiennes, les gays, un peu moins par les bisexuels, qui présente souvent en fait ce départ comme la conquête d'une autonomie. C'est-à-dire que dans un foyer familial où les jeunes lesbiennes, gays et bis sont surexposés aux violences, tout simplement en fait ne peuvent pas parler de leur désir ou de leur questionnement sur leur sexualité, on peut concevoir ce départ comme une émancipation. Il y a plusieurs indicateurs qu'on peut mobiliser. D'une part, les âges moyens et médians du départ au foyer. Et en fait, ils varient très peu selon l'identification sexuelle, c'est-à-dire que selon qu'on soit
homosexuels, bisexuels ou hétéros, ils sont de 20 ans environ. C'est finalement un indicateur qui est très stable en fait, selon les enquêtes. Par contre, on avait une seconde question qui interrogeait, qui se demandait aux enquêtés si le départ au foyer était lié à un conflit familial. Donc, vous avez ici ce que présente le tableau, départ de domicile parental pour raison de conflit. Là encore, on a différencié selon le sexe et l'identification sexuelle. Premier point, en fait, là encore, les départs du foyer pour raison de conflit varient selon le genre, puisque les femmes sont plus nombreuses à déclarer de tels départs pour cause de conflit que les hommes. Hein, c'est le cas d'un quart des femmes bisexuelles. On retrouve ces surdéclarations des hommes bis, enfin des homos et des bis par rapport aux hétéros chez les hommes, mais particulièrement, même si les déclarations sont de moindre ampleur, il y a 9% environ des hommes bisexuels qui déclarent être partis du foyer pour raison de conflit, alors qu'ils sont environ 6% chez les gays. Pour conclure sur les violences, on peut dire que les familles sont plus violentes. On a des familles plus violentes envers les LGB qu'envers les hétéros, ce qui n'est pas un résultat très original. On voit comment ça varie selon le genre et l'identification sexuelle. Là, on voit qu'il y a évidemment d'autres informations qui seraient nécessaires pour comprendre ces situations. L'âge de survenue de ces violences, en fait, de la déclaration des violences, à quel âge est-ce qu'on est mineur, majeur, etc., etc. Une question importante. Est-ce que c'est des violences qui commencent dans la jeunesse et qui se prolongent dans l'âge adulte, ou est-ce que les violences s'arrêtent? On pourrait aussi avoir des éléments sur les caractéristiques des familles et des parents aussi, qui auraient pu nous dire s'il y a des familles qui sont plus susceptibles d'être violentes que d'autres. Et là, ici, en fait, on rejoint ce que Tania a présenté, c'est que nos effectifs, la petite taille de nos effectifs, ne permettent pas, en fait, d'avoir des données statistiques aussi solides. Deuxième forme de violence qu'on a voulu investiguer, c'est les violences dans les espaces publics. Donc, comment on définit les espaces publics dans Virage? Donc, là, c'est un choix méthodologique, parce que la notion d'espace public est assez floue, et on le définit de manière, nous aussi, assez floue, finalement, et en tout cas de manière assez large. Surtout, on le définit par le statut des agresseurs, plus que par l'espace ou le lieu des violences. On a fait le questionnaire, en fait, on disait aux enquêtés que qu'on voulait ici saisir des faits qui avaient lieu dans les espaces tels que la rue, les transports, le voisinage, les bars, les commerces, les salles de sport, les services administratifs, mais aussi qu'on voulait enregistrer les faits qui étaient commis par des professionnels dans l'exercice de leurs fonctions, médecins, travailleurs sociaux, artisans ou policiers. Donc, finalement, c'était une partie du questionnaire qui recense des violences qui n'ont pas lieu dans la famille, le couple ou au travail. Les espaces publics sont un peu définis en creux par rapport à ces autres espaces de socialisation. Comme pour les violences familiales, c'est des violences ici, les données présentées ici concernent toute la vie en fait des enquêtés. On a accès en fait à la présentation sur les questions de visibilité, sexualité et contrôle de soi. Vous avez un tableau qui présente les violences dans les espaces publics subies au cours de la vie selon la nature des violences, le sexe et l'identification sexuelle des enquêtés. Là encore, comme dans le tableau précédent, on a un indicateur global toute violence. Puis ensuite, on a différencié différentes formes de violence. On a distingué 3 catégories. Drague importune, insulte. Ça rassemble le fait d'avoir été, par exemple, sifflé, interpellé, insulté, suivi ou surveillé. Les violences physiques concernent le fait d'avoir subi des coups, d'avoir pris part à une bagarre ou d'avoir été menacé physiquement. Et enfin, les violences sexuelles désignent le fait d'avoir été confronté à un exhibitionniste ou à un voyeur, des faits de harcèlement sexuel, le fait d'avoir subi des attouchements, des tentatives de viol ou des viols. Le premier point, l'indicateur global de violence dans les espaces publics montre
que, comme pour les violences familiales, finalement, qu'il y a des différences non seulement selon l'identification sexuelle, mais aussi selon le genre. Les lesbiennes et les femmes bisexuelles sont très nombreuses à déclarer, indépendamment de la gravité et de la forme de telles expériences de violence. La moitié des lesbiennes et 3/4 des femmes bisexuelles y ont été confrontées, alors qu'on voit que c'est le cas de moins d'un tiers des femmes hétérosexuelles. Les gays et les bisexuels rapportent moins de violence que les lesbiennes et les bisexuels, mais plus, et ça c'est un résultat qui est important, plus de violence les hommes bisexuels, les gays aussi, mais surtout les bi et les hommes bi, rapportent plus de violence en fait que les femmes hétérosexuelles dans notre enquête. Au regard d'autres formes de violence de genre, c'est un résultat qui est assez remarquable, puisqu'ici on a l'impression, dans ces résultats agrégés, le poids du genre est moins important que celui de l'identification sexuelle. Alors évidemment, on a ce résultat-là qui n'est pas évident à interpréter. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut considérer que les expériences des gays et des bisexuels dans l'espace public sont proches de celles des femmes hétéros, ou est-ce que cet indicateur masque des expériences différenciées et genrées des espaces publics et de l'expérience des violences qui y ont lieu. C'est là où l'analyse des différentes formes de violence permet de préciser, de donner quelques éléments supplémentaires, puisqu'il y a certaines formes de violence qui sont nettement genrées et que l'identification sexuelle accentue les vulnérabilités des femmes dans les espaces publics. C'est en particulier le cas de la drague importune et des insultes, où les différences entre les hétéros et lesbiennes d'une part, et les bi, les lesbiennes et les hétéros d'autre part, sont très importantes. Donc on enregistre ici ce qu'on peut appeler une disponibilité du corps féminin dans les espaces publics, et en particulier pour les femmes bisexuelles, qui sont en fait la seule population à déclarer en majorité de la drague importune ou des insultes. Cependant, en fait, si on compare les femmes hétérosexuelles, si on les compare aux femmes hétérosexuelles, les gays et les bisexuels déclarent également des taux relativement importants de ces formes de violence. C'est-à-dire un quart des gays comme des femmes hétérosexuelles déclarent de la drague importune, des insultes, et un quart des hommes bisexuels déclarent des violences sexuelles dans les espaces publics, tandis que c'est seulement le cas de 10% des femmes hétérosexuelles. Alors, comment comprendre ces deux résultats? D'une part, les déclarations de drague, importune, insulte par les gays, d'autre part, les déclarations de violences sexuelles chez les bisexuels. On peut sans doute penser que l'enquête saisit pour les gays des insultes homophobes, tandis que les femmes hétéros déclaraient plutôt de la drague et éventuellement des insultes. Par contre, le deuxième résultat est plus compliqué à interpréter. Donc, un quart des hommes bi qui déclarent des violences sexuelles dans l'espace public. En tout cas, en fait, on peut remarquer que la bisexualité peut être sans doute considérée comme un facteur spécifique de vulnérabilité aux violences sexuelles pour les femmes comme pour les hommes. Je passe rapidement sur la question des violences physiques. Comme on le voit, en fait, les femmes hétérosexuelles déclarent très peu de violences physiques dans l'espace public, et c'est le seul indicateur où les hommes hétérosexuels déclarent plus de violences en fait, que les femmes. En fait, on ne peut sans doute pas considérer ce résultat comme un facteur de vulnérabilité de l'hétérosexualité masculine, mais plus comme l'effet d'un monopole masculin des violences. En fait, c'est un résultat qui est assez connu. Il y a une surdéclaration des violences masculines dans l'espace public, où les hommes ne sont pas nécessairement victimes, mais font usage de violences, et donc finalement peuvent se prendre des. Mais par contre, on voit que les violences physiques subies par les femmes bisexuelles sont également très importantes. Il y a un quart des femmes bi qui déclarent avoir subi des violences physiques dans l'espace public. Donc on voit qu'il y a des formes de rappel à l'ordre, sans doute, dans l'espace
public qui concerne en particulier les femmes bisexuelles, sous la forme physique qui concerne les femmes bisexuelles. Donc là encore, en fait, comment on peut essayer de voir les conséquences, essayer de mobiliser d'autres indicateurs pour comprendre un petit peu comment ces violences fonctionnent, quels sont les effets. Et dans l'enquête, on avait demandé aux répondantes et aux répondants qui se déclaraient qui s'identifiaient comme homosexuels ou bisexuels, si, quand elles et ils étaient dans la rue, avec un conjoint ou un partenaire, est-ce qu'elles évitaient par crainte de se tenir la main ou de s'embrasser? Finalement, un indicateur de contrôle de visibilité dans les espaces publics par les LGB. Est-ce que ces populations, est-ce que ces personnes se comportent pour ne pas être perçues comme LGB quand elles sont en couple, pour finalement prévenir ou ne pas susciter des réactions violentes? Juste pour préciser un peu, la question était, évidemment, c'est un indicateur qui est approximatif, hein, puisque tout le monde n'est pas en couple, etc., etc. Elle a été posée indépendamment, en fait, de la situation conjugale de la personne. Par contre, pour les bi, on précisait bien que c'était un partenaire de même sexe. Donc, en effet, on enregistre sans doute des pratiques, mais peut-être une appréhension plus diffuse dans l'espace public. Donc, vous avez les résultats en fait dans ce tableau. Contrôle de la visibilité dans l'espace public, là encore selon le sexe et l'identification sexuelle. On avait proposé 3 modalités qui permet finalement de distinguer 3 formes de contrôle de soi. Une absence de prévention, non jamais, je n'évite jamais par crainte de tenir par la main ou d'embrasser mon partenaire du même sexe, ou bien oui dans certains lieux, ou bien oui partout. Donc on peut d'abord souligner, si on s'intéresse si on s'intéresse aux modalités d'absence de prévention, que le refus systématique n'est jamais majoritaire. Ce qui semble important aussi, c'est que les bisexuels contrôlent finalement moins leur visibilité que les homosexuels, indépendamment du genre. Donc, comment comprendre ce résultat? Là, je pense que les résultats que Tania nous a présentés tout à l'heure sont importants. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, en fait, dans Virage, dans cette base de données, en fait, les bisexuels sont plus souvent en couple avec des personnes de sexe différents. C'est-à-dire que la question, sans doute, pouvait sembler un peu abstraite pour une partie des répondantes. En second lieu, en tout cas, on voit que les significations des gestes évoqués dans nos questions sont assez genrées, puisque hommes et femmes ne présentent pas leurs sentiments de la même manière dans l'espace public. La proximité, en fait, entre femmes peut être, dans l'espace public, peut être tenue comme ordinaire. J'insiste en fait sur les réponses des femmes bisexuelles. Donc, il y en a 63% qui n'évitent jamais, par crainte, de se tenir la main ou de s'embrasser. Le résultat est intéressant parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est les femmes bi qui déclaraient le plus de violence dans l'espace public. Donc, le groupe qui déclare le plus de violence dans l'espace public est celui qui, finalement, déclare le moins de stratégies d'évitement. Ça dit sans doute quelque chose. Et là, les gays sont là, de ce point de vue, les plus nombreux à déclarer un contrôle systématique dans l'espace public. Ils sont 30%. Et là encore, étant donné que c'est les lesbiennes qui déclarent le plus de violence dans l'espace public, elles sont là que déclarer un contrôle systématique de 22%, le résultat est notable. Il y a sans doute quelque chose de l'ordre des effets de la violence où, contrairement à une hypothèse qu'on pourrait faire, être surexposé à des formes de violence dans l'espace public ne suscite pas nécessairement des attitudes de retrait ou d'évitement, mais des attitudes éventuellement de défiance ou de résistance. Je passe donc aux données sur les personnes
trans. Avant de vous pointer un tableau, j'introduis un petit peu. Donc, je passe à la base virage LGBT, donc la base par Internet non représentative, puisqu'on ne peut pas identifier les trans dans la base en population générale. Et on a analysé les mêmes indicateurs en fait, pour les populations trans à partir de cette base. D'une part, violence dans la famille, d'autre part, violence dans l'espace public. On sait en fait que les relations des trans avec leur famille sont très souvent caractérisées par de l'incompréhension, du rejet, alors qu'on sait aussi que le soutien familial en fait favorise des parcours de transition moins difficiles. On sait aussi que l'identification et les pratiques de genre d'une partie des trans impliquent une visibilité que n'implique pas nécessairement l'homosexualité ou la bisexualité, donc une visibilité qui peut les exposer à des stigmatisations et des violences dans la famille et ailleurs. Enfin, on sait, c'est quelque chose d'important pour les familles, que les représentations positives des personnes trans sont peu nombreuses en France et qu'il y a beaucoup plus de caricatures ou de représentations négatives du vécu des trans que de représentations positives, en France en tout cas, mais de manière générale ailleurs. Donc, je pense qu'on enregistre un petit peu les déclarations de violence des trans dans notre base enregistrent un peu cette situation de vulnérabilité, au sens où, comme on va le voir en fait dans la famille comme dans l'espace public, les violences chez les trans peuvent être dites finalement omniprésentes. Dans ce tableau-là, donc, on concerne les violences familiales. Donc là, selon l'identification de genre des victimes, je rappelle, on a un effectif de 253 trans et le reste de cisgenres. Là, toujours un indicateur global, puis différencié selon les formes de violence. Donc, indépendamment de la gravité et de la forme, on a un peu plus de 60% des trans qui déclarent des violences dans l'espace, dans la famille. Donc on voit qu'en plus, ces violences sont largement psychologiques, mais aussi très souvent physiques. Il y a 40% des trans qui déclarent avoir subi des violences physiques dans la famille. Par contre, en fait, pour les violences sexuelles, les trans d'un côté et les représentants cisgenres, donc SGB de l'autre, déclarent finalement des taux de violences sexuelles dans la famille qui sont un peu plus proches que les violences psychologiques et physiques. Même question, on a aussi interrogé l'âge et les raisons du départ du domicile parental, qui est un autre indice en fait des situations de violence intrafamiliale subies par les trans. L'âge de départ est proche, là encore pour les trans et les cisgenres, il est un peu plus jeune que dans l'autre base, autour de 19 ans pour les uns et pour les autres. Cependant, quand on interroge en fait les raisons du départ, du domicile parental pour raison de conflit, on a 2 fois plus de trans en fait qui déclarent être partis de leur foyer ou d'avoir quitté leur famille pour des raisons de conflit, 20% que de répondants cisgenres. Si on s'intéresse maintenant aux violences subies par les trans dans les espaces publics, les résultats en fait montrent que ces violences font partie de la vie quotidienne des trans. Près de la moitié, 46%, un peu plus de 46% déclarent des violences sexuelles dans l'espace public. Les dragues importunes et insultes concernent presque les 3/4 d'entre eux. Il y a un peu plus d'un quart pour les violences physiques. J'insiste un peu sur drague importune et insultes, puisqu'on peut penser que sans doute ces formes moins physiques de violence, psychologiques si on veut, en tout cas symboliques, qui relèvent sans doute du rappel à l'ordre, tiennent une place assez majeure en fait dans les vies des trans et dans leur investissement dans l'espace public. Finalement, pour les trans, même si je rappelle quand même que les données sont représentatives et ça concerne certains trans, dans nos données en tout cas, les espaces privés comme les espaces publics sont des espaces qui sont très largement hostiles. Je conclus.
comment on peut finalement, sur deux ou trois lignes de conclusion en fait, sur ces données. D'une part, en fait, sur les outils qu'on a mobilisés pour les interpréter. Comme vous l'avez vu, on n'a pas vraiment parlé ni d'homophobie, ni de biphobie, ni de transphobie. On sait que c'est des catégories qui ne vont pas de soi. Hein. Je ne résume pas les critiques, vous les connaissez sans doute comme moi, sur la dimension à la fois psychologisante, individualisante, mais aussi, et là, notre enquête accrédite cette idée, que c'est des notions qui tendent un peu à laisser de côté les situations spécifiques des femmes et des autres minorités. On choisit ici plutôt, je pense qu'en fait, nos résultats éclairent plutôt certaines formes d'une violence hétéronormative. La notion me semble plus juste. Finalement, on interroge non seulement l'homosexualité ou la bisexualité que les normes dominantes qui informent les expériences sexuelles minoritaires. Ce qu'on peut appeler hétéronormativité, en s'appuyant sur les travaux sur la question, c'est la distinction entre deux sexes, l'identité du sexe assigné à la naissance et du genre de l'individu, la naturalité du désir sexuel pour une personne de l'autre sexe. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est que non seulement on enregistre des violences hétéronormatives, mais aussi des variations en fait, de cette violence hétéronormative selon l'identification et selon le genre. J'insiste en fait sur l'importance en fait du genre ou des rapports sociaux de sexe dans les expériences des minorités sexuelles. Évidemment, ce poids du genre se lit particulièrement chez les trans, mais on peut voir que l'homosexualité et la bisexualité peuvent également être abordées comme des écarts aux normes de genre et les violences que les LGB subissent comme des rappels à l'ordre du genre. Et les déclarations de violence et les différences de déclaration de violence entre les lesbiennes, les gays, les femmes et les hommes bisexuels se comprennent aussi par rapport aux différences de probabilité qu'ont les hommes et les femmes, indépendamment de leur identification, de subir des violences, dans notre cas, dans la famille et dans l'espace public. Premier point, poids du genre en fait dans les expériences des minorités sexuelles. Deuxième point, la comparaison entre les LGB et les LGBT, dans ce cas-là, montre quand même une situation spécifique des trans et des bisexuels. Alors la comparaison vaut jusqu'à un certain point, mais bon, on n'a pas tout présenté ici, puisque les trans, c'est sur une autre base de données, mais quand même se dégage dans les déclarations une surdéclaration des bisexuels et des trans. On a vu aussi ce que Tania a montré, c'est que les bisexuels ont des trajectoires sociales, des appartenances sociales spécifiques par rapport aux gays et aux lesbiennes. Il nous semble en fait que c'est un résultat vraiment important de cette enquête, de mettre en avant et d'avoir les moyens de le faire, notamment parce que l'échantillon est important, l'expérience spécifique en fait des bisexuels, à la fois du point de vue des trajectoires sociales, mais aussi du point de vue des violences subies. De manière assez frappante, en fait, ce sont les deux groupes les plus difficiles à saisir, y compris dans notre enquête, les trans et les bi, qui déclarent le plus de violences. Les groupes les plus difficiles à catégoriser sont ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité spécifique, et le lien en fait entre vulnérabilité et difficulté à catégoriser statistiquement n'est pas fortuit. On peut faire l'hypothèse sans doute que l'assignation au sexe de naissance et l'exclusivité du choix sexuel que questionnent à la fois les trans et les bisexuels suscitent incompréhension et rappel à l'ordre aujourd'hui, peut-être plus que le désir pour une personne de même sexe. Là encore, de la même manière, notamment par rapport aux gays, un peu moins par rapport aux lesbiennes, le déficit de représentation sociale positive, le déficit d'espace spécialement consacré pour les trans et pour les bi accroît sans doute leur vulnérabilité. De manière générale, en France en tout cas, l'évolution vers une normalisation des homosexualités, ce qui est conçu souvent comme normalisation, finalement, ne touche que peu, ou le processus de reconnaissance, ne serait-ce que juridique, ne touche que peu finalement les bisexuels et les trans. Troisième point, en fait, sur la question, bon, j'ai parlé de déclaration de violence, sur la question de qu'est-ce qui est déclaré, qu'est-ce qui n'est pas déclaré. La déclaration des violences est liée sans doute aux expériences de violence elles-mêmes qu'on a subies, mais aussi à la manière dont on les a
vécues et aussi à la manière dont on les perçoit de manière rétrospective au moment de l'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on lit ici, c'est non seulement des faits de violence, mais c'est aussi des sensibilités à la violence. Et de ce point de vue-là, on peut sans doute faire l'hypothèse que l'homosexualité et la bisexualité, comme le genre, en fait, c'est pas seulement des facteurs de vulnérabilité par rapport vis-à-vis des violences, mais des trajectoires et des expériences spécifiques qui peuvent influencer sur la manière dont on perçoit, dont on vit certaines situations et la manière dont on qualifie certaines situations comme violentes. C'est-à-dire que ce qu'on peut penser, c'est que pour interpréter, on a peu de moyens en fait de tester cette hypothèse dans l'enquête, mais l'appartenance à une minorité de genre ou de sexualité ne surexpose pas seulement certaines populations à des violences spécifiques, mais produit des sujets particulièrement sensibles aux violences. C'est une des pistes qui nous intéresse, notamment sur les questions de surdéclaration des bisexuels. La question, c'est ce que les bisexuels vivent ou subissent comme violence, et ce que les bisexuels, du fait de leur trajectoire, perçoivent comme violence. Donc c'est juste une hypothèse, puisqu'on ne peut pas vraiment la tester dans le quanti, même si dans le quali, on peut essayer de la saisir. On peut, juste pour conclure, faire l'hypothèse que les différences entre LGBT et les autres sont liées à des manières de percevoir la violence qui peuvent amener certaines personnes à déclarer des faits comme des violences, là où pour d'autres, finalement, c'est le cours ordinaire des choses. Voilà. Je vous remercie.